Bonjour à tous et bienvenue donc à cette dernière table ronde. Merci Finance Innovation pour cette journée riche en interventions. On termine du coup cette journée, on va parler intelligence artificielle et performance au service des banques. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre? On a un beau panel autour, au cours de cette table ronde. On va essayer de comprendre où en sont aujourd'hui les banques dans le déploiement de l'intelligence artificielle et pour quelles finalités, quels sont les partenariats qu'elles ont développés, et puis quels sont aussi les défis à surmonter, les spécificités, les facteurs clés de succès de ce type de projet. Avant de commencer, on va faire un petit tour de table. Je vais laisser peut-être à chacun d'entre vous se présenter. Pierre-Henri, on commence par toi. Merci. Bonjour, Pierre-Henri. Donc moi, je travaille dans le groupe Théodo. Nous sommes une société de conseil technologique et on couvre l'intégralité du cycle de vie des projets, depuis le conseil jusqu'à la conception et au développement des projets. Et moi, je suis le directeur technique de l'entité spécialisée en data et intelligence artificielle du groupe. Merci, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Agnès Lévy-Soussan. Moi, je fais partie du groupe Société Générale et je suis directrice data et intelligence artificielle pour les réseaux France. Donc, c'est une équipe évidemment qui rassemble les data scientists dont on va parler aujourd'hui, mais pas que. C'est toutes les expertises data nécessaires. Donc, c'est l'organisation des données, la description des données, la qualité, la protection. Voilà. Bonjour, donc Alric Zappeni, Crédit Agricole. Donc moi je suis directeur data et chief data officer du groupe. Et un peu comme ma collègue juste à côté, donc j'ai tout ce qui va concerner les gouvernances au sens large, que ce soit d'un point de vue métier ou d'un point de vue IT. Et puis j'ai des équipes qui sont plus spécialisées dans le domaine de la veille, la R&D et la fabrication de solutions avec un Data Lab Group et une AI Factory Group. Bonjour, Robert Vesoul, ravi d'être également ici avec vous. Je dirige Illwin Technologies. Je suis également co-directeur de la chaire d'innovation digitale à Centrale Supélec. Illwin Technologies a 3 grandes activités. Une de conseil tech sur mesure sur des projets d'IA. Une deuxième sur une suite de produits en IA pour répondre à nos clients sur des modalités conversationnelles, de traitement de documents et de recherche. Et puis une plateforme d'IA, une plateforme low-code qui permet de faire des développements, qui a un gros studio de développement en IA et en IA générative. Bonjour à toutes et à tous, Maxime Avez. Donc moi je suis Chief Data Officer au groupe Crédit Mutuel Arkéa, donc un groupe qui va regrouper les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et globalement une quarantaine de filiales spécialisées qui font qu'on va couvrir globalement les différents métiers de la banque et de l'assurance. Le Data Office, il va couvrir des activités justement liées à l'IA, au déploiement de l'IA dans l'organisation avec une IA Factory Group au service finalement de toutes ces entités du groupe. La gestion également de la plateforme data et IA pour faire évoluer justement notre système d'information face aux enjeux justement du déploiement de l'IA à l'échelle notamment. Et puis on pilote également une activité d'innovation et on anime le comité de direction générale qui est dédié à l'innovation au niveau du groupe. Donc un bon moyen aussi de finalement présenter tous les travaux qu'on va pouvoir faire sur ces thématiques IA et data. Bonjour à toutes et à tous, Stanislas Chavana, moi je travaille chez Google. Et j'ai en charge le pôle banque, assurance et fintech. Donc, chez Google, on accompagne l'ensemble des acteurs de l'industrie, les banques, les assureurs, etc. Et évidemment, on va parler d'IA ensemble. Merci beaucoup. Justement, Stanislas, tu vas continuer à prendre la parole et en tant que provider international de solutions, notamment d'IA, tu nous as prévu quelques slides pour nous faire un petit peu panorama d'aujourd'hui, quels sont les domaines d'application et les finalités de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire. Exactement. Donc, je veux bien que vous passiez... Alors, celle d'avant, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux slides, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu déjà un petit peu celle-là. En fait, on voulait structurer de notre point de vigie du marché sur ces utilisations de l'IA et on voulait angler sur les 3 niveaux de valeur. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de use cases sur le marché et en banque. Et j'ai voulu les regrouper en trois grandes familles.
Premier niveau de valeur, c'est comment on génère du revenu, la satisfaction client à travers des outils qui vont stimuler le cross-selling, qui vont stimuler le dialogue avec ses clients. Et puis la distribution et la distribution de produits bancaires, j'en parlerai juste après. Donc là, sur les revenus et sur la relation client, on a beaucoup de use cases. J'en prendrai un pour chacune de ces familles. On a travaillé avec nos équipes cloud avec Wells Fargo aux États-Unis sur un outil de relation sur leur application qui s'appelle Fargo, qui est un espèce d'outil d'aide à la décision de produits, d'offres complémentaires qui a énormément de succès et qui permet de personnaliser des offres une fois qu'on est client chez Wells Fargo et de le rendre conversationnel. Sur la partie coût, elle est beaucoup plus classique dans l'univers bancaire. Énormément de use cases pour optimiser les processus. On en voit vraiment beaucoup. Je pense que tout le monde converge vers l'optimisation de chaque euro. Là, on travaille notamment avec Deutsche Bank pour les aider à synthétiser auprès de leur banque d'investissement et des chercheurs de cette banque d'investissement énormément de contenu et pour aller beaucoup plus vite dans leur prise de décision. Là, c'est vraiment l'humain qui est accompagné d'une intelligence pour mettre le cœur de l'intelligence humaine, aidé par la synthèse et l'analyse de documents complexes. Et la dernière famille qui est aussi très classique en banque, c'est l'optimisation des risques. Le meilleur exemple, c'est notre partenariat avec la grande banque HSBC, où on a réussi avec eux à construire un scoring anti-blanchiment qui leur a permis en 12 mois de faire un x4 dans la capacité d'identifier des fraudes et aussi de diminuer évidemment les faux positifs. Voilà. Donc ça, ce sont les trois grandes familles. Je voulais revenir sur la première, qui n'est pas forcément celle où tous les banquiers parlent le plus de ce qu'ils font, parce qu'évidemment, quand on a des secret sauce et des choses qui génèrent des revenus, on ne veut pas forcément complètement toujours le partager. Donc chez Google, on est aussi, en plus d'être une grande plateforme technologique, on est aussi un accompagnateur du changement et notamment du changement de la partie distribution qui permet aux banques d'acquérir des nouveaux clients. Donc ce graphique un peu lourd, mais prenez des photos, c'est pour vous montrer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser l'acquisition de nouveaux clients dans une approche média. Donc vous voyez sur la partie de gauche, un peu comme un prompt, une banque qui cherche un objectif bien particulier. Donc elle voit arriver dans un écosystème comme celui publicitaire de Google un certain nombre de Français. Et qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est un rendez-vous en agence, elle veut un lead, elle veut une signature. Et donc elle signifie à l'intelligence artificielle dans nos systèmes déjà quelle typologie de finalité elle cherche à acheter. Avant, on achetait une visibilité, après on a acheté des audiences. Là, on achète un rendu qui est mis comme un prompt dans les campagnes marketing des grandes banques. Ensuite, dans ce prompt, exactement comme vous le faites sur des outils comme Gemini ou ChatGPT, vous donnez d'autres indications, ou comme un commercial, en fait, vous lui donnez des indications. Voilà les signaux qui font que telle ou telle personne, elle est plus intéressante pour moi, banque. Donc ces signaux, ça peut être des signaux d'audience ou autres. Ensuite, vous lui donnez un contexte, vous lui donnez des éléments pour rendre attractive votre offre. Donc ça peut être des textes sur un moteur de recherche, ça peut être des bannières, ça peut être des vidéos sur un écosystème comme YouTube. Et après, vous lui donnez encore plus de signaux. Quand on a mis feed, c'est en gros, vous lui dites, en fait, pour moi, banque, un client qui va prendre une carte Platinum, il a 3 fois plus de valeur que quelqu'un qui va prendre une carte Visa classique. Donc vous le nourrissez. Encore une fois, vous voyez, on nourrit le prompt. Et ensuite, évidemment, l'outil va vous permettre de contrôler tous les signaux que vous pouvez injecter. Et après, la magie, mais ce n'est pas une magie qui part de nulle part. Le petit graphe où vous voyez plein de petits logos, c'est en gros un peu le rêve de ce que tout marketeur cherche à avoir, c'est comment moi, banque, je vais apparaître
à un moment d'un parcours, au moment où le prospect est en train de prendre la décision qu'il va acheter un service financier. Il est compliqué dans le parcours de transformation de mettre la publicité au début, au bon moment, ça coûte cher, ça coûte moins cher. Là, l'intelligence artificielle, parce qu'elle a énormément d'analyse, donc c'est de l'AI Analytics d'abord, de tous les parcours des consommateurs français dans les X dernières années, où ils sont allés à quel moment, elle va prédire en fonction du prompt qu'on vous lui avez donné, à quel moment la personne est en train de basculer. Et donc c'est le moment de lever la main et de dire, moi je veux faire apparaître ma bannière pour vendre mon produit. Et in fine, vous avez des résultats dans une console, exactement comme un trader. Vous pouvez savoir quelles sont vos créations qui fonctionnent les mieux, quelles sont les audiences qui ont converti, etc., etc., et d'avoir beaucoup d'insights qui nourrissent le moteur. Donc ce type de fonctionnement pour générer des revenus ici de l'acquisition, il est nourri par la data. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut tout faire toute seule. Elle doit être nourrie. Je fais encore le parallèle avec le commercial. Si le commercial, vous ne lui dites pas les bons signaux, le bon profil, la bonne rentabilité, il ne peut pas aller vous chercher la bonne personne. Là, c'est exactement le même principe. Donc voilà. Et donc la stat que je vous ai mise en haut, c'est qu'aujourd'hui, plus ou moins sans le savoir, mais normalement toutes vos équipes marketing le savent, elles font à hauteur de 2 banques sur 3 ce type de campagne dans l'écosystème Google pour apparaître au bon moment pour vendre vos produits financiers. Donc voilà, donc ça c'était sur mon premier pilier de revenus ou générer de la croissance, en quoi l'IA peut aider en faisant le parallèle sur un prompt, parce que c'est exactement ça dont on parle, c'est comment on nourrit cette intelligence artificielle, des signaux qui vous ressemblent, et tous les signaux sont différents entre marques. Merci Stanislas pour ce cas très concret d'usage de l'IA. On va rester dans le concret. Peut-être on va du coup creuser les autres piliers que vous avez évoqués. Je vais me tourner vers Agnès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle approche vous avez adoptée en matière d'IA au sein du groupe Société Générale ? Ouais, donc déjà, l'IA au sein de Société Générale, c'est quelque chose qui est au cœur de la stratégie depuis de nombreuses années, même si aujourd'hui, il y a un gros coup de projecteur avec l'IA générative. Et donc, peut-être avant de décrire la démarche, je dirais que nous, la boussole, et ça fait écho à ce que disait Stanislas, la boussole, c'est le client. C'est évidemment la satisfaction du client. Parce que nous, en tant que client, qu'est-ce qu'on attend de notre banque ? De la réactivité, et on attend aussi de la proactivité. Et ça nécessite de très bien connaître son client et vraiment de savoir personnaliser l'interaction qu'on a avec lui. Et ça, finalement, quel que soit le canal, que ce soit face à son conseiller ou les canaux digitaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième axe qu'on évoquait aussi, c'est tout ce qui est efficacité opérationnelle. Alors finalement, c'est toujours au service du client. L'idée, c'est de trouver l'efficacité opérationnelle, notamment pour dégager du temps des conseillers qui sont face à son client, pour lui éviter des tâches qui peuvent être lourdes toute la journée, et donc il ait plus de temps à passer face à son client. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour nous. Je dirais sur la démarche, et donc déjà si je parle de l'IA assez traditionnelle, donc nous évidemment on travaille sur des moteurs de recommandation pour des produits pour être sûr d'être pertinent face à ses clients, et je pense que le souci qu'on a c'est vraiment que l'expérience soit fluide déjà pour le collaborateur qui les utilise, donc c'est vraiment de l'intégrer à nos processus, ça c'est clé, au processus et au parcours du collaborateur ou au parcours du client. Et puis aussi, c'est d'assortir la réponse de l'IA, donc qui peut être brute, d'un motif aussi, qu'il ait le contexte. Et ça, c'est extrêmement important aussi en termes d'utilisation de ces réponses IA et de l'appropriation que ça peut permettre pour les collaborateurs. Donc ça, c'est un volet de démarche qui est déjà là. Dans les sujets vraiment qu'on veut aussi accélérer, c'est le time to market de ces sujets. Donc ce n'est pas que des sujets technologiques. Il y a aussi le sujet tout simplement de l'accès à la donnée, qui reste un sujet. Et là, je pense que le modèle d'avoir des équipes IA et data ensemble, c'est un modèle qui fait sens parce que ça permet justement d'avoir une vraie fluidité sur toute la chaîne de valeur de la mise en place d'un use case IA. Donc ça, il y a aussi ce volet organisationnel qui est assez intéressant. Puis j'entendais qu'il était un modèle qui commence à être de plus en plus adopté dans les entreprises. Maintenant, si on parle d'IA générative cette fois-ci, là, le modèle, il est un petit peu différent. En tout cas, on démarre par un modèle où on est plus sélectif sur les cas d'usage qu'on prend. Et je vais en citer 2 là, qu'on est en train de travailler pour une mise en production et une mise à l'échelle prochaine. Le premier, il est très orienté, on va dire, efficacité opérationnelle. L'idée, c'est d'avoir, pour nos collaborateurs déjà,
un assistant intelligent qui sache aller chercher dans notre base documentaire. Alors, on a une base documentaire énorme que les collaborateurs au global, les conseillers regardent quotidiennement. Donc, on a estimé en moyenne qu'ils y passaient 30 minutes par jour d'aller piocher dans cette base documentaire. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un outil, un assistant avec qui on peut parler en langage naturel. On lui pose la question. Et là, où auparavant, il mettait 30 minutes à chercher l'information, là, en gros, en 30 secondes, on a une réponse et avec toutes les sources et les extraits des documents qui ont été utilisés. Donc ça, évidemment, encore une fois, ça c'est du temps qu'on va pouvoir passer avec les clients, avec l'interaction client. Deuxième sujet sur lequel on travaille actuellement, c'est tout ce qui est callbot, chatbot. Donc ça, rien de nouveau. Des appels téléphoniques, on en gère 32 millions par an. Des discussions, on en a 3 millions par an. Bon, donc on sent bien qu'on a un gisement important autour de ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre l'IA au service d'une meilleure compréhension du problème pour lequel vient le client et puis d'une réponse adaptée. Donc ça, ce qu'on voit bien, c'est que c'est peut-être en premier niveau de l'efficacité opérationnelle, mais en second niveau, c'est un client satisfait parce que finalement, avoir une réponse rapide et pertinente, finalement, c'est ce qu'on attend tous. Donc voilà les deux approches qu'on combine aujourd'hui. Je vais peut-être passer la parole à Robert, parce qu'il y a aussi un cas d'usage, et notamment un partenariat avec la filiale Boursobank. Tout à fait. Donc nous, on propose nos solutions de Windelog, de callbot et de chatbot à Boursobank depuis de nombreuses années. Donc on est passé par une première génération de chatbot qui était assez prédictif, assez classique, et puis est arrivé cette ère d'IA générative. Et donc avec les équipes de Boursobank, on travaille parce qu'il y a un sujet aussi de confiance de l'utilisateur et un sujet d'être en capacité de gérer les hallucinations, tous les problèmes que pourrait causer une IA générative purement exposé au client final. Et donc la mise en place dans cette nouvelle génération de chatbots d'IA hybrides qui vont hybrider cette IA générative pour l'accès à des FAQ. Dès qu'il y a des détections d'intention, placer les clients dans des arbres de décision qui sont classiques et sécurisés pour imaginer l'expérience de demain dans une banque qui est leader de banque en ligne et qui elle veut à tous les challenges de la Société Générale, mais dans un contexte où les interactions sont choisies par l'utilisateur pour être avec le mobile, avec l'ordinateur, et ce mode conversationnel est un mode qui pousse beaucoup dans une banque qui est complètement en ligne. Mais la partie confiance est déterminante pour pouvoir exposer ces IA à un client final, et je pense que c'est le challenge de toutes les banques qui sont là. On a parlé des cas d'usage de l'IA générative, mais l'IA était déjà présente avant l'avènement d'un chat GPT. Chez Crédit Agricole, quels étaient avant l'IA générative les cas d'usage qui étaient déployés au sein des métiers? Oui, c'est de rappeler, parce que je pense qu'on va suffisamment parler de générative, donc autant rappeler que l'IA, ça date pas d'hier, pas de novembre 2022. Donc effectivement, au Crédit Agricole, on met en production des systèmes d'IA. Alors je parle plutôt des approches machine learning, deep learning depuis 2018. Je vais donner quelques exemples qui vont un peu résonner avec ce qui a été dit par mes collègues. Un exemple que moi j'aime bien parce qu'il montre qu'il peut y avoir une sorte de réciprocité entre la satisfaction client et puis l'efficacité commerciale ou opérationnelle qu'on peut tirer d'une IA. C'est par exemple tous ces parcours clients dans lesquels il y a des demandes de justificatifs, parce que oui, on a des processus où il y a beaucoup de justificatifs à fournir, et puis le régulateur parfois aussi en demande régulièrement de nouveaux. Eh bien, on les a digitalisés, on a fait en sorte de mettre directement face aux clients les outils d'IA qui permettent de contrôler ces justificatifs, ce qui produit deux effets en réalité. Un premier effet, c'est que le processus est beaucoup plus guidé, beaucoup plus rassurant pour le client, puisque dès le départ, en fait, on encadre bien ce qu'il met, il a la réponse tout de suite. Et deuxième effet, c'est que évidemment tout ce qui est nativement en fait conforme en termes de justificatif, c'est autant que vous n'avez pas à traiter derrière en front office, en middle ou en back office, et donc vous gagnez à la fois en satisfaction client et en réassurance du client.
et en productivité sur vos fonctions, que ce soit commerciales ou de back-office. Ça marche pour les assurances, pour les crédits, pour les ouvertures de comptes. Et vous voyez qu'il y a un potentiel de généralisation qui est absolument phénoménal. Et c'est des choses qu'on a fait depuis plusieurs années avec des approches tout à fait classiques. Deuxième exemple, qui va un peu faire écho avec ce que disait Stanislas. En fait, on s'aperçoit finalement qu'on a utilisé l'IA depuis des années dans le domaine du marketing, j'ai plus de retour, alors c'est bizarre, dans le domaine du marketing, mais on a probablement eu trop tendance à se centrer sur des produits, c'est-à-dire la démarche du marketing habituellement, c'est j'ai un produit, je cherche des clients auxquels je peux vendre ce produit. Et donc nous, on est en train de renverser en fait cette démarche-là en centrant beaucoup plus client, et donc en partant plutôt du client, de l'interaction qu'il a avec la banque, qui quand même très fréquemment, et Stanislas ne me contredira pas, commence en digital. Et là, c'est plutôt d'essayer de lui proposer des choses qui vont le satisfaire, avec des alternatives, avec des moments aussi dans lesquels il sera dans son parcours, sur lesquels une offre plus qu'une autre résonnera. Donc ça s'appelle des moteurs de recommandation, du Next Best Offer, mais c'est vraiment la partie centrée sur le client et sur l'agrégation des données qu'on a autour du client, et puis aussi sur le contextuel, de où est-ce qu'il en est dans sa navigation, dans son parcours, dans son moment de vie aussi qu'il faut retenir. Et ça a quand même un effet très positif, puisqu'en fait, ça permet d'adresser l'ensemble de la clientèle, alors que historiquement et traditionnellement, quand vous êtes sur des approches centrées produits, vous apercevez que vous parlez quasi systématiquement à la moitié de votre portefeuille client, l'autre moitié étant finalement très peu adressée, très peu contactée, et du coup très peu satisfaite. Voilà. Je vais passer la parole à Maxime qui, du coup, va nous donner la vision côté Crédit Mutuel Arkea. Eh bien, effectivement, en fait, sans trop de surprise, on va travailler sur pas mal du coup de ces grandes familles de cas d'usage qui ont déjà été évoquées par Agnès et Aldric. C'est-à-dire que, effectivement, l'IA dans les organisations bancaires, ça fait un certain bout de temps maintenant que c'est effectivement même ça tourne en production. Alors là, pour prendre des exemples précis sur finalement la reconnaissance et l'extraction automatique d'informations de DPE, puisqu'on a des enjeux du coup de collecte de ces informations-là du coup dans les parcours, pour des enjeux réglementaires, pour des enjeux stratégiques également. On est un groupe qui est doté d'une performance globale, donc associant une performance financière, mais également extra-financière. Donc, ce sont des informations qu'on doit aller chercher. Les enjeux autour finalement également du coup des routages automatiques de mails, encore une fois pour accélérer la réactivité de prise en charge du coup des demandes qui sont faites par les clients, dont on peut aussi se servir finalement entre nos services centraux pour finalement accélérer du coup les parcours. Et puis évidemment sur les sujets sur lesquels l'IA est arrivée, on va dire le plus rapidement, je pense, dans les organisations bancaires, sur les problématiques autour de la lutte contre la fraude, lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont, on va dire, historiquement ancrés assez rapidement dans nos cas d'usage de l'IA. Je pense qu'effectivement, 2022, avec l'essor effectivement du coup de ChatGPT, il y a quand même eu un changement de paradigme qui s'est opéré. Alors, il y en a eu plusieurs, mais en l'occurrence, je pense que le plus important, c'est celui qui fait que jusqu'à présent, c'était plutôt les Data Labs, les IA Factory, qui allaient à la rencontre de métiers, qui mettaient en place des ateliers d'idéation, de sensibilisation, et puis finalement, on essayait de voir quels étaient les cas d'usage qui émergeaient pour répondre à des problématiques métiers. Le fait que, globalement, les collaborateurs qui sont aussi, on va dire, des personnes qui ont été exposées finalement dans le monde du grand public à des solutions comme ChatGPT, finalement, les usages, ils les ont perçus sur voilà comment est-ce que ça pourrait aussi m'aider dans mon quotidien. Et ça change la donne parce que finalement, on a des sollicitations de manière beaucoup plus naturelle où finalement les Data Labs, les IA Factory, et je pense que c'est la même chose du coup dans vos organisations, ils arrivent naturellement par les métiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a, je pense, beaucoup de valeur parce que finalement, ça vient du métier et non plus d'une démarche où la tech essayait finalement d'aller chercher du coup des cas d'usage à valeur ajoutée. Peut-être pour revenir quand même sur la façon dont finalement ça a été pris au niveau du groupe, parce que en fait sur les cas d'usage on va retrouver globalement les grandes familles du coup de cas d'usage qui ont été citées juste avant. C'est que globalement en avril 2023, parce que la temporalité est extrêmement importante sur ces sujets-là, ça va très très vite. En avril 2023, on a justement mobilisé donc un comité innovation, qui est un comité de direction générale auquel siège globalement une émanation de notre comité exécutif et notamment du coup notre directrice générale Hélène Bernico. Et finalement, on a identifié l'IA générative comme un territoire d'innovation sur lequel on souhaitait du coup investir.
en prenant globalement 3 grandes directions. La première, finalement, ça a été de cartographier les cas d'usage. On voyait bien que les sollicitations, elles arrivaient de manière beaucoup plus naturelle aux équipes. Et il était important justement de cartographier quels étaient ceux sur lesquels il allait effectivement avoir le plus de valeur et donc sur lesquels on allait pouvoir lancer des expérimentations. L'expérimentation a une vraie vertu, je pense, sur ces sujets-là, c'est que quand on parle d'IA, il est important d'expérimenter pour finalement affiner les ROI qu'on va pouvoir aller chercher en fonction du coût des cas d'usage. Donc l'expérimentation reste un élément du coup important. Ensuite, il y avait l'accompagnement aussi des fonctions, on est des organisations bancaires dans une activité qui est régulée. Donc sensibiliser les directions juridiques, conformité, les risques très tôt et mettre en place finalement aussi une task force spécifiquement avec ces entités-là a été extrêmement important et de le faire aussi très très vite. Ne serait-ce que pour leur donner de la visibilité sur ce que les collaborateurs voient comme usage potentiel et que nous, on donne de la visibilité sur finalement les travaux qu'on allait pouvoir mener. Et puis finalement, il y a une troisième démarche qu'on a ouverte et qui était peut-être un petit peu singulière, c'était... Au final, on parle du coup de large language model et on s'est dit, mais est-ce qu'on n'a pas la possibilité, globalement, du coup, de contribuer, de voir ce qu'on peut faire en tant qu'organisation bancaire sur le développement d'un propre LLM. Et finalement, ce qu'on a travaillé du coup courant été 2023, c'est le fait de fine-tuner du coup un modèle open source, donc un giga-modèle, en l'occurrence c'était un modèle Bloom, et pour que globalement celui-ci soit spécialisé à répondre en langue française. On avait beaucoup d'échanges avec pas mal d'acteurs de la place du coup à l'époque, et il n'y avait pas finalement du coup de modèle qui était spécialisé pour répondre sous un format de chat en français. Et donc, on a mené ces travaux-là. On a développé notre propre protocole d'évaluation à l'époque des modèles et de la performance. On s'est rendu compte que le modèle, il répondait du coup à nos attentes. Et finalement, du coup, on a décidé du coup d'open sourcer ce modèle-là en se disant, bon, bah, de toute façon, on a bien conscience que globalement, il y allait y avoir d'autres acteurs dans les mois suivants qui allaient probablement s'engager dans des mêmes démarches. Il y avait des appels réguliers, notamment du coup du gouvernement, sur le fait de contribuer à des communs numériques. Et on s'est dit, bah, on va open sourcer ce modèle-là. Modèle qu'aujourd'hui, on utilise sur certains cas d'usage, qu'on n'utilise pas systématiquement, ce qui nous a néanmoins permis de toucher du doigt des éléments très importants, finalement, dans le choix des modèles. C'est-à-dire que maintenant, on a, donc, comme je vous le disais, une famille de cas d'usage. On en identifie 70, 80 cas d'usage. Sur ces cas d'usage-là, finalement, on voit bien que il y a globalement 2 grands produits à faire évoluer et à délivrer. Les produits, ce qu'on appelle le RAG, qui était j'interagis avec un corpus documentaire par rapport à mon propre métier. Donc ça, c'était du coup d'investir finalement très rapidement sur le développement de ce produit-là. Et finalement, sur le choix de l'IA qu'on allait mettre derrière ce produit-là, on souhaitait pouvoir le choisir cas d'usage par cas d'usage. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on développe entre guillemets, une interaction avec un corpus documentaire. On peut évidemment le faire avec un gigamodèle, mais ce n'est pas toujours une nécessité absolue. Or, utiliser un modèle qui est plus léger, plus spécialisé, ça a des vertus en matière de sobriété. Je ne l'ai peut-être pas précisé en introduction, mais on est un groupe, on est une entreprise à mission qui passe l'enjeu du coup de la sobriété vraiment au cœur du coup de notre stratégie. Donc, globalement, quand on parle d'IA, c'était important quand même du coup de pouvoir apporter ce regard-là. On est aussi convaincu que finalement, regarder la sobriété sur ces modèles, c'est aussi regarder globalement l'évolution et l'impact financier qu'auront ces produits-là à moyen terme. Et donc ça nous a permis finalement du coup de nous faire beaucoup de convictions sur le déploiement du coup des cas d'usage. Donc aujourd'hui, on accompagne une dizaine globalement de métiers sur des cas d'usage identifiés comme prioritaires sur des corpus documentaires qui leur sont propres. Ça va effectivement d'assistants commerciaux sur des bases procédurales et des modèles opératoires à des documentations plus techniques réglementaires, des documentations techniques aussi, on va dire, informatiques. Donc ça couvre vraiment tous les métiers du groupe. Et puis l'autre aspect, enfin, je veux dire, mais je pense que ça n'a pas forcément été abordé, mais j'imagine que ça a été le cas dans les autres organisations, c'est mettre en place ce qu'on appelle les GPT Secure. Globalement, c'est avoir une interface sur laquelle l'ensemble des collaborateurs finalement puissent interagir avec une IA générative dans un contexte du coup sécurisé pour éviter aussi du coup les aspects fuite de données et puis finalement le faire dans un environnement qui est contractualisé. Voilà globalement sur la démarche IA générative. Et il me semble que sur le projet RAG, vous travaillez avec Ilwin sur ce sujet. Tout à fait. Ilwin, comme je vous l'ai dit en introduction, on travaille à la fois pour des clients qui sont dans le make et qui décident de développer leurs IA, leurs produits en propre. Et donc, on accompagne
Crédit Mutuel Arkea sur de l'expertise dans le domaine du RAG. Et on accompagne également Crédit Mutuel Arkea sur du buy, sur un produit Doc Automation, qui est vraiment un produit très avancé qu'on a fait dans l'efficience opérationnelle, qui est un point très important qui a été évoqué tout à l'heure sur le traitement de documents, de documents complexes pour être capable de les intégrer automatiquement dans un DSI, d'en vérifier la compliance, travailler sur des bulletins de salaire, sur des documents assez complexes, et on voit à des niveaux aujourd'hui d'automatisation, d'intégration qui peuvent être vraiment très élevés. Pierre-Henri, vous qui accompagnez un spectre assez large d'entreprises au-delà du secteur bancaire, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage que vous avez rencontrés? Alors effectivement, on a pas mal balayé de choses, donc on va retrouver les trois grandes catégories qui ont été indiquées dès le début par Stanislas. Et pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, ça date l'IA dans la banque, déjà, ça date de bien avant ChatGPT. Mais il y a des choses qu'on peut tester, sur lesquelles on peut itérer beaucoup plus vite. Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, tout ce qui est analyse documentaire, on en a pas mal parlé. Il y a, ça va faire 4 ou 5 ans déjà, on a fait un projet par exemple dans l'assurance pour aller traiter automatiquement des demandes de remboursement, ce qui va toucher à la fois la partie efficacité opérationnelle et le service client, puisqu'on peut traiter des demandes plus rapidement. Maintenant, le même projet, qui ça nous avait pris peut-être dans les 6 mois de mémoire, on l'aurait fait sans doute 2 fois plus vite avec ce qui est disponible aujourd'hui en termes de technologie. Autre exemple, on n'a pas beaucoup parlé de réglementaire, mais typiquement, l'IA peut permettre aussi d'aider. Et typiquement, un exemple qu'on a eu, c'était un projet de KYC, où justement, on peut utiliser une combinaison de règles métiers et d'algo pour aller enrichir la donnée client pour se mettre en conformité, on va dire, avec les contraintes réglementaires. Ce qu'on voit qui change pas mal, c'est, et là je crois que c'est Maxime qui en parlait, il me semble, que les demandes viennent beaucoup moins de la tech et beaucoup plus du métier. D'une part parce que je pense que maintenant tout le monde est capable de toucher du doigt au moins certaines catégories d'algorithmes de manière extrêmement simple, ce qui libère pas mal les cas d'usage. Et typiquement, on a maintenant des cas d'usage où en fait le métier va être force de proposition sur ce qu'il est possible de faire, sur des idées à avoir. Alors, je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout, puisque tu me posais la question. Dans le bancaire, on a développé une sorte de RAG pour les médecins avec le Vidal. Alors, vous connaissez sans doute tous le gros livre rouge des médecins. Une des choses qui a permis d'améliorer très fortement les performances de l'algorithme, c'est de passer par une étape intermédiaire où quand un médecin pose une question liée à un médicament, un certain type de médicament, d'aller en étape intermédiaire, identifier la molécule associée. Et en fait, ça a amélioré énormément les performances parce qu'on retrouvait beaucoup plus facilement les documents, donc on était plus pertinent dans le type de document qu'on allait chercher dans l'immense base documentaire du Vidal. Et ça, en fait, cette astuce, c'est un expert du médical, pas du tout technique, qui l'a trouvé. Et il a pu tester ce genre de choses parce qu'on lui avait mis à une disposition une interface où il pouvait lui-même aller tester des prompts pour aller explorer des choses. Donc là-dessus, les cas d'usage ne changent pas à l'infini, mais par contre, c'est vrai qu'on voit un switch, je vois la même chose, sur à quel point les métiers peuvent vraiment prendre les choses en main, être plus force de proposition et aussi tester des choses et apporter vraiment des idées, alors qu'avant, c'était plutôt une boîte noire pour les métiers, les produits d'IA. Merci. Donc on voit bien les domaines d'application de l'intelligence artificielle sont extrêmement larges, déjà bien déployés. Mais un projet d'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement un projet de digitalisation ni d'IT classique. Aldric, pouvez-vous expliquer comment la notion de performance et la gestion de ces projets est intégrée au sein de Crédit Agricole ? Alors, on peut même parler de performance au pluriel, puisque si je refais un peu le cheminement sans trop y passer de temps, il y a 5-6 ans, effectivement, il y avait quand même une forte dimension de l'activité qui était composée de POC. Puis il y avait un cycle, POC, MVP, déploiement à l'échelle. C'était long. Ça imposait parfois de tout refaire parce qu'évidemment, d'une étape à l'autre, les conditions environnementales changeaient, les choses n'étaient pas reproductibles. Et donc on a essayé, nous, de se concentrer sur le fait de pouvoir faire du nativement industriel, donc à l'échelle,
Et donc pour faire ça, il n'y avait pas trop le choix, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte toutes les composantes de la performance. La première, bien entendu, c'est celle que vous fixe le métier en termes de performance statistique. Je veux que ça soit précis en telle proportion. Mais il y en a bien d'autres. Il y a des performances en termes d'explicabilité. Il y a des performances qui vont plus trait à la maintenabilité des solutions. Il y a une performance qui est aussi celle finalement financière, en prenant bien attention de regarder à la fois les coûts de développement, mais aussi les coûts de maintenance et les coûts d'usage des solutions. Il y a la performance environnementale, ça a été dit à plusieurs reprises, au sens large, c'est-à-dire l'empreinte carbone bien sûr, mais aussi l'eau dans les data centers, etc., etc. Et donc pour faire ça, on s'est doté finalement d'un corpus méthodologique qu'on a fait labelliser, certifier et labelliser, et qui était un peu l'avant-garde finalement de la méthode qui va être appliquée pour être conforme à l'AI Act, et qui a cette vertu effectivement de pouvoir fixer quand même une certaine boussole quand on a un cas d'usage à réaliser en matière d'intelligence artificielle. Maxime l'a dit, il faut regarder aussi les logiques de frugalité. Donc le mix technologique finalement se définit par rapport à cette toile d'araignée, on va dire, de performance. Et c'est très important en fait d'avoir ça, parce que novembre 2022, évidemment, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une vraie vertu, c'est que les métiers, oui, sont emparés du sujet, sont revenus nous voir avec des idées, mais peut-être avec une approche assez technocentrée, donc plutôt la solution à la recherche des problèmes. Et donc, il a fallu quand même, à un moment donné, dire, attendez, n'abandonnons pas le cas de la description fine du besoin et des attentes autour de ce besoin, parce que sinon, on va se retrouver à utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche, alors qu'il y a bien d'autres solutions, des IA, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, classiques, voire pas d'IA, un simple calcul data. Et donc cette boussole nous a servi en ce sens que on s'est dit, de toute façon, on ne peut pas empêcher, il faut expérimenter, il faut le faire dans des conditions de sécurité acceptables. Donc il y a eu effectivement quelques blocages d'environnement public dans lequel on ne maîtrise pas où vont les données, où il n'y a pas, comme disait Maxime, de contrat de niveau groupe pour se protéger un minimum. Mais derrière, on a encadré avec un certain nombre de règles les expérimentations. Nous, on est un groupe très décentralisé, donc il fallait vraiment que les métiers puissent se faire leur idée, se faire la main. Et ces expérimentations, on les a encadrées sous la forme d'un environnement où effectivement ça restait, les données restaient au Crédit Agricole et donc n'allaient pas ailleurs, là où on ne pourrait pas les maîtriser. Également sous la forme d'un protocole un peu rigoureux sur comment est-ce qu'on évalue la pertinence finalement du cas d'usage. Est-ce que ça répond réellement aux besoins et puis à mes attentes en termes de performance statistique? Et puis la pertinence également en termes de gains. Est-ce que finalement ce cas d'usage, que je considère peut-être comme un succès en termes de performance statistique brute, m'apporte un gain suffisant qui fasse que j'ai à mobiliser ce type de technologie? Ça a été très précieux parce qu'en fait, c'était quelque part la rampe de lancement pour aller plus loin. On en reparlera plus tard, mais ça nous permet de consolider finalement un certain nombre d'informations et de connaissances pour aller rechercher finalement des gisements de valeur et se recentrer sur une trentaine de cas d'usage à très forte valeur ajoutée, qui pour le coup, eux, on va passer nativement à l'échelle sans avoir à passer par le cheminement POC, MVP, solutions industrielles. Alors on évoque les choix technologiques qui doivent être faits en fonction de différents critères. Côté Crédit Mutuel Arkea, vous avez commencé à évoquer le sujet, mais la stratégie IT que vous avez adoptée entre buy, make, on-premise, on-cloud, quels sont les choix que vous avez faits au sein du groupe? Alors, en fait, l'idée, c'est de rester sur une IA qui soit maîtrisée. Enfin, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'IA responsable sans une IA maîtrisée. Et donc, cette notion de maîtrise, elle passe par justement le fait d'avoir investi aussi ces dernières années dans des travaux du coup de R&D qui nous ont permis aussi finalement d'open sourcer nos modèles. Mais finalement, au-delà de l'open sourcing de ces modèles-là, c'est se faire des convictions sur les architectures qui fonctionnent bien, sur le choix des modèles pour les bons cas d'usage. Je pensais tout à l'heure ne pas prendre, comment dirais-je, un bazooka pour tuer une mouche. Et il y a un exemple qui, pour moi, était frappant. C'est une entité qui vient nous voir en disant « Ah, super, en utilisant un gigamodèle, OpenAI en l'occurrence, j'ai réussi à faire de la classification de mails. » Je dis « Oui, génial. En termes de sensibilisation à un cas d'usage, c'est intéressant. Mais en fait, un moteur de classification classique beaucoup plus léger et beaucoup moins coûteux
répondent tout aussi bien. Alors, c'est pas vrai sur tous les cas d'usage de classification de mail, mais en l'occurrence, sur ce cas d'usage-là, c'était le cas. Donc, cette sensibilisation-là, on doit effectivement du coup l'avoir pour avoir finalement une stratégie make or buy éclairée. Et encore une fois, on n'est absolument pas à dire qu'on va faire du make sur tous nos cas d'usage. Ça, c'est un point important et c'est aussi quelque chose qu'il faut réussir à tacler, c'est de dire, c'est pas parce qu'il y a une IA Factory qui veut avoir du coup un regard sur les cas d'usage que ce sera forcément du make. Ça, je pense que dans beaucoup d'organisations, c'est non, mais c'est plus simple, on va pas solliciter l'IA Factory parce qu'ils vont vouloir absolument tout redévelopper et ça va prendre des mois. Non, je pense que ça, faut vraiment avoir cette posture-là. D'autant plus que finalement, comment dirais-je, au niveau du développement, dans la façon dont on développe l'IA en interne. Donc on s'est mis aussi dans ces démarches-là finalement du coup de certification IA de confiance, d'ailleurs qu'on vient tout juste du coup d'obtenir. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie labellisation, une vraie reconnaissance de la façon dont on développe l'IA en interne, notamment également pour anticiper le volet du coup de l'AI Act, mais d'une manière générale pour être certain que quand on développe une IA, on peut être serein sur sa traçabilité, sur son suivi dans le temps, sur les process, etc. qui sont adressés. Et finalement, sur la partie stratégie, parce que j'entendais aussi un volet IT, c'est-à-dire que voilà, pour faire de l'entraînement de modèles, pour faire de l'inférence de ces modèles-là, ça nécessite aussi des ressources qui sont spécifiques, notamment du coup les fameuses GPU. Aujourd'hui, comment dirais-je, on utilise le cloud public du coup de Google avec les clés de chiffrement du coup opérées par Thales, ce qui nous permet finalement de tirer profit des capacités d'un cloud public dans la mise à disposition aussi de ces infrastructures, de ces services, et ce qui nous a vraiment aussi aidé dans le fait d'aller rapidement sur ces cas d'usage-là. Merci. Je vais passer la parole à Pierre-Henri, peut-être pour nous expliquer un petit peu dans le cadre de l'accompagnement des clients que tu peux faire, quelles sont les grandes caractéristiques des projets, les facteurs clés de succès, les phases importantes sur lequel il faut être attentif pour qu'un projet réussisse et puisse passer à l'échelle. Yes. Je vais rebondir sur ce qui a été dit par mon voisin tout à l'heure. Il y a un point clé qui est d'avoir ce que j'appelle aussi une démarche produit finalement, et qui est assez particulière dans le cas des produits d'IA parce qu'on va avoir des caractéristiques un peu différentes auxquelles des gens qui sont habitués à des produits digitaux classiques ne sont pas forcément habitués. Notamment le fait que la réponse de l'algorithme n'est pas toujours déterministe, qu'on sait qu'il va se tromper régulièrement. Et donc ça demande d'intégrer ce type d'enjeu dès le début dans la démarche sur la viabilité du produit, sur la rentabilité aussi financière, c'est-à-dire est-ce que l'investissement sera pertinent. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a souvent besoin de mettre beaucoup d'efforts parce que c'est pas naturel, justement, chez des métiers qui n'ont pas encore eu l'habitude de toucher à des produits d'IA. Donc notamment, il y a une grosse réflexion sur la partie industrialisation qui est à penser effectivement assez tôt. Je reviens tout à fait à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est bien de faire des POC ça permet d'acculturer, de tester éventuellement le potentiel de certains projets. Mais parfois, ça n'a aucun sens, dans le sens où on sait que le projet ne sera juste pas viable. Par exemple, en termes de coût, si j'ai un coût unitaire qui demande de faire 50 appels à ChatGPT à chaque fois, c'est peut-être pas rentable en fonction du cas d'usage. Il y a un deuxième aspect dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui est tout ce qu'il y a autour en fait, de la partie purement IA. Est-ce qu'on est bien équipé en termes de remontée de données, de qualité de la donnée, de la fiabilité, en termes d'infrastructure, alors que ce soit sur le cloud, on-premise ou autre, ça peut être des freins en fait à avoir un vrai produit industrialisé. Et en général, c'est là que le gros du travail est. Pour vous donner un exemple, on avait fait un projet l'an dernier, en début d'année, donc plutôt dans le début de la hype sur les LLM, où effectivement on a fait un POC en une semaine. La vraie version industrialisée de ce projet, ça nous a pris plutôt 4 mois, parce qu'à un moment, il faut le connecter à l'IT interne chez notre client,
avec les contraintes de sécurité qui vont derrière. Il faut s'assurer de la robustesse. Il y a eu un travail aussi d'optimisation des coûts pour que le projet soit justement viable par rapport au nombre de cas traités, ainsi de suite. Donc je dirais vraiment ces deux aspects, qui est la réflexion sur la démarche produit, la viabilité, et on rejoint tous les critères qui étaient indiqués, effectivement, en termes de coûts, en termes de performance, en termes d'intégration dans des outils existants, parce que derrière, on va changer assez fortement certains usages. Et donc il y a une... J'aime pas trop le terme de conduite du changement, mais c'est un peu ça derrière, qu'il faut prendre en compte dès le début. Là où on a beaucoup de chance, c'est que les aspects environnementaux sont souvent assez liés au coût, ce qui donne une bonne incitation à travailler dessus auprès des directions. Merci. Tu évoques l'accompagnement au changement. Effectivement, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué au cours de cette table ronde, c'est l'impact sur les salariés. Donc, on évoque rapidement c'est les utilisateurs de ces outils. Agnès, comment vous abordez la question autour de l'accompagnement à l'usage de ces outils qui va bouleverser forcément les métiers? Oui, ça, je dirais que c'est à géométrie variable. Donc, je reprends ce qui a été dit à plusieurs reprises. Ce qu'on voit, c'est que là, on commence à avoir de la maturité sur l'IA. Alors, et aussi à titre personnel, ce qui fait qu'on commence vraiment à avoir des business super impliqués avec des idées très pertinentes. Et ça nous permet aussi de les embarquer très tôt dans les projets, donc aussi d'avoir des réponses pertinentes. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. L'autre, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Alors, les nouvelles technologies de l'information, ça a toujours généré des phases d'adoption importantes et donc du change management. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un sujet classique, pas nouveau, pas propre à l'IA. Mais là, ce qu'on voit avec les sujets d'IA, moi, je reprends l'exemple tout à l'heure de notre assistant intelligent. Là, on l'a mis dans les mains des utilisateurs sans en donner beaucoup d'indications. Et finalement, certains ont voulu l'utiliser en mettant, comme avant, dans un moteur de recherche, finalement, des mots-clés. Bon, ça marche pas mieux, en fait. Ça marche pas bien. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il va falloir qu'on forme les utilisateurs à cette interaction avec ces IA génératives. Et donc, voilà, il y a vraiment un sujet d'accompagnement des collaborateurs, de formation à tous les étages des collaborateurs pour qu'on les accompagne dans cette transformation. Donc ça, c'est un vrai sujet. D'un point de vue positif aussi, je pense que ce qu'on entend de plus en plus quand on recrute des personnes, en fait, c'est finalement leur attention aussi à avoir dans leurs mains, quand ils vont travailler tous les jours dans nos locaux, finalement des outils qui soient aussi performants et aussi user-friendly que ce qu'ils ont dans leur quotidien. Je pense que ça va être de moins en moins acceptable d'avoir des outils difficiles à utiliser et donc qui soient finalement loin de leur quotidien, de ce qu'ils expérimentent au quotidien. Donc c'est un vrai facteur d'attractivité de proposer ça également. Dans les sujets d'impact, ce que je dirais aussi, et ça vous l'avez tous quasiment évoqué, c'est ce sujet d'intégrer dans notre évaluation des cas d'utilisation. Donc depuis le début, on a nous aussi défini cette grille d'évaluation. Finalement, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui apporte suffisamment de bénéfices. Et donc là, on intègre vraiment aussi l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est un sujet qu'on est en train de maturer aussi, mais tu le disais aussi, il y a aussi un lien avec l'impact global du use case. Donc ça, dans les sujets d'impact, c'est un vrai sujet qu'on regarde et qu'on est en train de maturer également. Merci. Tu voulais rebondir Je sais pas. Normalement, c'était prévu, mais bon, s'il n'y a plus le temps. Si, il y a le temps. Tu peux rebondir. Vas-y, Aldric. Ok, très bien. Pour faire écho à ce qu'a dit Maxime également, et puis c'est ce qui vient d'être dit, ce qui est devant nous là au Créa École, c'est, je dirais, la phase où on regarde finalement ce que ça change d'un point de vue socle technique et infrastructure pour faire ces déploiements nativement à l'échelle. Là, on a une vraie difficulté, il faut l'admettre, c'est qu'on doit à la fois assez vite, parce qu'on ne peut pas freiner les métiers et leur envie de bénéficier de l'IA générative, et en même temps, il faut qu'on construise quand même des capacités mutualisées en se projetant un peu sur le long terme. Comme l'écosystème est par nature instable, puisqu'elles annoncent tous les mois, il y a des choses qui changent, etc., on va être sur une logique de se dire, pour ne pas freiner, on va finalement se doter de normes et puis d'une capacité à pouvoir converger sur des choix, même si pour différentes raisons, ce n'est pas développé totalement en commun.
Et le fait de pouvoir converger sur ces choix nous donnera une capacité plus tard, quand on aura complètement construit le socle commun, à pouvoir migrer et rebasculer pour faire des effets de mutualisation, de façon à ce que, par exemple, des entités qui ont des tailles plus petites que d'autres puissent bénéficier beaucoup plus facilement de l'effort qui aura été consenti par les grosses filiales du Crédit Agricole, les caisses régionales, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça tombait bien, on était en train de mettre à jour ce qu'on appelle notre cadre normatif IA, puisque la IA-Act, ça y est, on s'est mis d'accord. Il y a une composante IA générative qui est arrivée un peu sur le tard, donc on l'a intégrée, mais en se disant que ça devait être un peu plus flexible, on va dire, qu'un cadre normatif habituel, en gros, qui est mis à jour une fois par an, pour faire simple. Et donc ça, on s'est donné cette souplesse-là de dire que tous les mois, quasiment, on met à jour un certain nombre de choses. Un point important sur ces choses qu'on met à jour, pour le coup, à très haute fréquence, c'est la dimension risque liée à l'IA. On en a assez peu parlé, on était plus dans l'usage, mais c'est vrai qu'il y a quand même des vrais risques, les hallucinations, les régurgitations, les contenus inappropriés, les cyberattaques. Et là, on maintient une taxonomie grâce à notre veille et à notre R&D. Et au-delà de la taxonomie, on maintient aussi les leviers de réduction qui sont disponibles. Et là, c'est un écosystème qui bouge beaucoup. On a quelques très belles startups qui commencent à avoir des produits intéressants pour justement réduire ces risques. Et donc ça, c'est un service quelque part qu'on donne aussi à nos IT, à nos métiers, de façon à avoir un déploiement complètement maîtrisé en fait de ces formes d'IA. Et puis le dernier point, on en a parlé concernant les impacts, parce que finalement, oui, il y a de l'usage, tout ça est super, mais il y a peut-être des côtés un peu moins positifs en fait qu'il faut gérer. Ça a notamment créé des anxiétés auprès d'un certain nombre de nos collaborateurs. Notamment parce qu'il y a eu des formes de communication que moi je considère assez peu responsables, des articles, IA génératif tueur de banque, ChatGPT tueur de banque, on l'a entendu, ça on l'a lu. Forcément, ça réveille quand même des anxiétés. Certes, il y a toujours eu ça quand il y a eu des nouvelles technologies, mais là, il y avait quand même une certaine anxiété qui était palpable. Et donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est de se revenir finalement aux fondamentaux, c'est de dire finalement quelle est la vitesse d'adoption réelle de ces technologies. Le fait d'avoir expérimenté largement auprès de nos métiers, ça permet aussi de relativiser, d'acquérir des connaissances sur ce que c'est que cette forme d'IA et sur finalement quel impact elle va pouvoir avoir en projection à 2-3 ans dans leur métier. Et nous, c'est des choses qu'on suit d'assez près, mais on voulait vraiment se le faire par le concret, parce que effectivement, quand on se contente des études qui sortent et qui sont pas forcément étayées par la pratique dans vos métiers, ça peut vite tout de suite inquiéter. Et donc ça, on va le suivre dans la durée. On travaille beaucoup notamment avec des observatoires des métiers au niveau du Crédit Agricole. On se documente beaucoup aussi. Il y a quelques études académiques qui commencent à sortir. Donc c'est là qu'on voit que le sujet commence un peu à maturer. Parce que si on se met un an en arrière, en fait, des trucs très documentés, avec, on va dire, une analyse critique par des chercheurs, des données, mais aussi des hypothèses qui sont faites, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Voilà, donc on essaie d'avoir cette vigilance-là, justement, en termes d'accompagnement aux impacts futurs sur les métiers de la banque. Merci. Stanislas, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur l'impact sur l'humain de cette nouvelle technologie et sur les métiers. Là, merci. On est vraiment sur une nouvelle technologie de rupture. Et c'est vrai que je pense que les directions générales ont une responsabilité, mais aussi les RH ont une responsabilité de former les équipes. On a parlé d'AI responsable. Qu'est-ce que ça veut dire dans une banque ? Qu'est-ce que ça veut dire dans une société ? Là, je prends ma casquette moteur de recherche. On est une éponge de ce que ressent une population ou une planète sur un sujet. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les questions que les gens se posent sur anxiété ou opportunité. Donc, je pense que chacune de nos entreprises se doit de prendre ses responsabilités, de prendre du temps pour expliquer aux collaborateurs qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est positif, oui, il y a des risques, pourquoi c'est important de faire attention. Mais former. Ne laissez pas certains pans de vos organisations faire des choses à titre privé, s'abonner à titre privé à ChatGPT, etc. Et les enfermer dans des choses qu'ils ne peuvent pas connaître. Bref, moi je pense toujours à cette espèce de rupture qu'il peut y avoir entre les gens qui se sentent pousser des ailes.
C'est-à-dire qu'ils se disent, bah oui, en fait, j'ai maintenant un petit assistant là qui va m'aider à faire de la synthèse, qui va m'aider à gagner du temps, et d'autres qui vont juste avoir peur de perdre leur travail. Donc ça, cette réconciliation, elle me paraît centrale. Et Google aussi agit à travers des ateliers numériques, à travers énormément de formations. Il y en a qui sont gratuites en ligne d'ailleurs, certifiantes même. Voilà, tout ça, c'est gratuit pour que les collaborateurs s'approprient quelque chose qui est une fabuleuse chance pour les banques d'être plus proches de leurs clients. Je reviens sur le point d'Agnès de tout à l'heure. Tout ça, on le fait parce qu'on a des clients, mais on a un devoir d'accompagner les collaborateurs sur quelque chose qu'ils doivent comprendre. Et comme toute technologie, il faut la tester. Mais si on les enferme dans « non, pas chez nous », eh ben, vous prenez le risque, comme chez Samsung ou dans plein d'entreprises, il y a eu des cas où voilà, des gens sont sortis d'une réunion, ont été mettre dans ChatGPT un compte-rendu de réunion sur un produit futur, et voilà, il est sorti. Donc si on ne les forme pas, si on ne leur explique pas ça, et ça je pense que tous, acteurs de la tech comme Google, comme les banques, vous devez, pour rassurer et pour montrer que c'est une opportunité, parce qu'encore une fois, moi je suis convaincu que c'est une opportunité de dingue. Si à 15 ans ou en faisant mes études, j'ai eu ce petit accompagnateur, je pense que j'aurais beaucoup gagné de temps. Donc voilà, donc former, et que les RH soient intégrés à ça. Pas que les métiers, pas que les labs, etc. Juste renforcer, nous, au travers de notre filiale Next Consulting, on fait beaucoup d'acculturation pour des codires, pour des équipes de managers, pour des collaborateurs d'entreprise. Et le gap est encore grand dans le niveau de compréhension. Donc cette formation, je plus sois massivement à ce point, parce que ça met les personnes dans une zone de compréhension, donc de confort par rapport à ces technologies, ou d'ouverture de discussion. On a construit avec une association qui s'appelle Latitude une bataille de l'IA qui permet de, un peu comme ça avait été fait sous les fraises du climat, d'ouvrir le débat, de se poser des questions, d'avancer sur ces sujets. Et c'est vraiment important de s'en emparer. Et quand on fait ces formations, on s'aperçoit qu'effectivement, des gens, parce que c'est difficile de dire « je ne sais pas, j'ai pas bien compris, j'ai pas tout à fait compris les concepts qu'on partage cette réunion », c'est déterminant d'avoir des RH et des structures d'accompagnement dans les entreprises massivement. À Singapour, récemment a été votée une loi pour que les personnes de plus de 40 ans aient droit à une formation gratuite en IA générative. Alors on peut se dire c'est anecdotique et c'est un petit pays. Ça montre quand même le fait de se dire pour naviguer dans ces technologies, les accepter ou les critiquer, peu importe, mais c'est utile de les comprendre et d'en comprendre toute une série d'éléments sous-jacents. Et sous un autre angle, je donne un petit éclairage qui est l'angle de formation de ces talents. C'est de se dire, aujourd'hui, on a des banques qui sont dans le make, on a des grands acteurs de la tech. En France, on a et qu'on fait dans un certain nombre de grandes institutions, de former ces talents sur l'IA. C'est un vrai sujet, c'est un sujet sur lequel on a la chance, on se posait souvent historiquement pourquoi on faisait des mathématiques en prépa, etc. Tout d'un coup, grâce à l'IA, un certain nombre de jeunes ingénieurs se sont dit c'était utile, ça permet de faire que les ingénieurs français sont plus vite, plus fluides et recherchés dans le monde entier par rapport à un certain nombre de ces technologies. Donc, c'est important d'avoir des initiatives comme a eu le Crédit Mutuel Arkea, comme on peut avoir avec d'autres structures sur de la recherche, des ponts entre recherche académique, recherche privée, parce que ça nous fait tous avancer sur ces sujets qui sont effectivement avec une vélocité d'initiatives technologiques comme on n'en a jamais vu. Il ne reste plus qu'à mettre plus de filles. Exactement, tout à fait. Mais c'est un vrai sujet, 20%. Merci pour ces interventions. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. On va s'adonner un exercice de prospective. On va faire un tour de table. Je vous pose la même question pour chacun et on commencera par Stanislas.
À votre avis, enfin à ton avis, pour toi, c'est quoi l'IA en banque dans 10 ans? Alors, j'aurais préféré que tu finisses par moi, parce que moi, je ne suis pas banquier. Je vais répondre en donnant une statistique pour reparler d'un thème que j'ai entendu dans une table ronde tout à l'heure, c'est la vitesse. Donc dans 10 ans, pour moi, c'est de la science-fiction. Franchement. J'ai l'impression que toutes les semaines, j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup d'outils, beaucoup de choses qu'on est en train de construire. Je suis stupéfait de la capacité des outils à faire des choses qu'ils ne faisaient pas une semaine avant ou de le faire vraiment tellement mieux qu'il y a une semaine avant. Donc une stat, un chiffre, sur les 18 derniers mois, nos modèles, ils sont 100 fois puissants, 100 fois plus puissants. En 18 mois. Donc l'échelle de tes 10 ans, là, moi j'ai beaucoup de mal. On dira 5 ans. Mais en gros, je pense que je reviens sur, pour moi, l'enjeu pour les banques, c'est d'être en phase avec les attentes des clients. Je reviens encore une fois à ce que disait Agnès au début, je pense que c'est clé. Si dans 5 ans, on a tous notre Gemini, notre ChatGPT, on sait comment faire des prompts, on sait comment aller chercher l'information. En gros, on sait poser des bonnes questions, parce que autant peut-être qu'aujourd'hui, le prompt est une science, demain, tout ça, ça va être simplifié par des outils que Google construit et met à disposition. Nous, on le voit encore une fois dans le moteur de recherche. Et tout devient phrase, tout devient personnel. On n'est plus du tout dans les requêtes à 2 mots. Bref, donc je pense qu'il faut absolument que les banques soient en phase de l'adoption de leurs clients. Et c'est là où elles vont se différencier les unes aux autres, parce qu'elles n'ont pas le choix. Le produit est entre les mains de monsieur et madame tout le monde. On verra pour les modèles économiques, mais en tout cas, il est entre les mains de tout le monde. Donc, faut être en parallèle et pas être divergent par rapport à cette utilisation. Mais dans 10 ans, ouais, c'est trop compliqué parce que là, il y a d'autres technologies qui vont arriver. LLM, c'est une vague, il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est pour ça que 10 ans, je passe la main. J'aurais pas une réponse beaucoup plus précise sur la projection du coup à 10 ans. Je pense néanmoins que lorsqu'on parle, et ça a été évoqué, hein, le chatbot, le RAG, finalement, il y a quand même une nouvelle forme d'usage. Je pense que ChatGPT a aussi amené l'interaction conversationnelle, finalement. Et je pense que voilà, dans la façon de consommer nos services, et que ce soit finalement les clients finaux, les collaborateurs, on aura probablement plus de banques conversationnelles. C'est pas un terme qui est nouveau en tant que tel, mais finalement l'IA générative a permis d'accélérer, on va dire, ce volet-là. Après, sur les grands enjeux, hein, ça va permettre du coup d'améliorer en termes de réactivité, de self-care, de personnalisation, sont aussi des choses qui ont été évoquées. Ça, c'est pour la partie usage. Sur le fond, finalement, et le pourquoi, est-ce que, à mon sens, les organisations, et notamment les organisations bancaires, doivent continuer à investir en matière de R&D, c'est que aujourd'hui, ce sont les large language models, les IA génératives. On sait très bien qu'il y a des nouvelles familles de modèles qui arrivent parce que ces familles de modèles, elles ont aussi leurs limites. Elles ont été évoquées, les hallucinations et toutes celles qu'on connaît. Le fait d'être drivé par des objectifs, les IA vont peut-être être plus adaptés aussi à un usage en entreprise. Et voilà, ça, je pense aussi que ce sont des éléments qui vont être, on va dire, assez structurants. La forme de l'IA qu'on aura dans 10 ans sera encore bien différente, mais probablement qu'il y aura l'aspect banque conversationnelle qui se sera développé entre-temps. Oui, c'est question... 10 ans, c'est vraiment de la science-fiction quand on regarde nos 18 derniers mois. Je partage le fait que cette modalité conversationnelle, le fait au sens propre de la voix même, qui devient un média d'interaction qui va beaucoup se développer et qui va permettre des expériences nouvelles, sont des éléments clés de cette rupture, mais il y en aura d'autres. Après, c'est peut-être un peu plus méta, c'est que toutes ces avancées technologiques qui vont être permises aux banques permettent de relever des tas de challenges sociétaux que nous avons tous et où les banques sont aux premières loges du financement, de l'économie, de notre transition énergétique, de plein de sujets. Donc s'il y a un combo de
la transformation de ces structures pour mieux accompagner ces grands changements sociétaux. C'est aussi une façon de se dire que la technologie pour laquelle on travaille tous a du sens. Robert m'a spoilé. Moi même à 2050, je suis assez à l'aise finalement, parce qu'on ne sait pas quelle sera la technologie, mais c'est pas forcément relatif à l'IA, mais ça serait relatif à toutes les technologies qu'on va utiliser. La data, l'IA, j'ai envie que ça doit de penser que dans 10 ans, on pourra se retourner et dire en fait que ça nous a essentiellement servi à relever les grands défis. Donc je pense évidemment à Robert, la dimension sociétale, donc les transitions climatiques, les mobilités, la santé, l'éducation, l'agriculture, etc., etc. Ça manque pas, on sait qu'on en a beaucoup. Et effectivement, cette idée dans une banque mutualiste de se dire que peut-être qu'il faut qu'on mette les moyens et qu'on soit un vecteur de transformation sur des choses qui sont plus collectives, plus territoriales aussi, parce que évidemment, comme mon collègue Maxime, on est des banques territoriales. Ça, moi, j'ai plutôt envie de retenir ça comme ce que serait la projection d'une contribution majeure de l'IA, mais pas que de l'IA, de toutes les technologies, j'ai envie de dire. Bon, plus on avance dans le panel, plus on avance, plus c'est compliqué, hein, cet exercice retour vers le futur. Et ce sera encore plus dur pour mon voisin. Donc moi, je partage. Alors, 10 ans, c'est beaucoup. Vu l'allure à laquelle vont les choses, effectivement, on a du mal à avoir une vision claire de ce qui va arriver dans 10 ans. En revanche, on est dans une phase aujourd'hui de démocratisation. Dans 10 ans, ce sera une adoption massive, c'est certain. Moi, j'ai envie de le voir comme un partenaire de l'humain. En tout cas, ça, c'est mon souhait et ma vision. Je le vois aussi comme une réponse à des enjeux, des vrais défis sociétaux, environnementaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Moi, dans les questions que je me pose, et ça fait écho à si à 15 ans, j'avais eu ça dans ma poche, moi, je pense que nos enfants les ont dans leur poche, en revanche. Et donc, voilà, moi, je me pose toujours la question de l'apprentissage. Comment on va apprendre demain ? Comment nos collaborateurs vont apprendre demain ? Parce que quand on arrivait dans nos jobs, au début, on faisait plein de cas faciles. Et puis, du jour où on arrivait devant le cas complexe, on en avait fait tellement des faciles qu'on arrivait à aborder le nouveau cas complexe. Bon, donc, demain, comment est-ce qu'on va apprendre ? Et ça, c'est un sujet qui dépasse largement, je pense, le sujet de la banque. Hein. C'est un sujet plus sociétal. Et puis, évidemment, moi, c'est aussi un souhait, hein, c'est-à-dire que ce soit utilisé à bon escient. Mais là, je parle encore au-delà du secteur bancaire, hein, d'un point de vue société, donc en termes d'empreinte et de choix, effectivement, de ce qu'on fait de l'IA. Voilà. Merci. Deux choses. La première, c'est que la vision optimiste, c'est que l'IA pourrait permettre de revenir en arrière sur la fracture numérique, parce que justement ça permet de revenir sur des modalités d'interaction avec les banques mais autres, peut-être plus naturelles et qui demandent un coût d'entrée plus faible si c'est bien fait. Je ne sais pas si on arrivera à bien le faire ou pas, mais effectivement si on arrive à un monde où il n'y a pas mon père qui me dit mais c'est insupportable, je ne peux plus parler à quelqu'un, je suis obligé d'ouvrir un ordinateur. Ça serait quand même pas mal. Et après, je vais reprendre ma casquette de geek ici. On n'a pas beaucoup parlé de l'IA pour la tech. Je pense que ça va profondément changer la manière de faire de la tech aussi. Ça, je le vois déjà dans mes équipes, avec aujourd'hui des outils comme GitHub Copilot, des assistants de code, ainsi de suite. Mais je pense qu'on va vraiment énormément changer la manière dont la tech elle-même est faite, et donc dont l'IA, entre autres choses, est conçue. Merci beaucoup.